Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe est ce soir notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de faire votre rentrée politique en 2025 sur le plateau de C'est à vous. Vous auquel on reproche parfois d'être trop au-dessus de la mêlée. Mais vous êtes dans l'arène de C'est à vous ce soir, on vous en remercie. Laurent, dans le 5 sur 5. Les images incroyables des incendies à Los Angeles. C'est en ville que ça brûle en ce moment. Il y a déjà eu 2 morts et 2000 hectares brûlés. Pierre, votre œil ce soir. Ce sera un œil musical et anniversaire. On fêtera les 70 ans de la marque de disques mythique de Barclay. Les 70 ans, ça permettra de retrouver Brel, Brassens, Brel, Ferret, Nougaro et Eddie Mitchell. Nos invités après 20h, Guillaume Canet est à l'affiche d'un thriller d'action et d'espionnage où il réalise lui-même toutes ses cascades au point d'avoir été surnommé Guigui Cruz par l'équipe du GIGN qui l'a encadré pendant ce tournage. Ça s'appelle Ad Vitam. Il nous en parle accompagné de sa partenaire à l'écran Stéphane Gaillard. Et puis Philippe Besson signe un 26e ouvrage absolument choc consacré au harcèlement scolaire et à ses conséquences dramatique quand un père se reproche le suicide de son fils de 14 ans, de ne pas avoir vu assez tôt et de ne pas avoir su l'aider. Ça s'appelle Vous parlez de mon fils. Voilà pour le programme. Le dîner est préparé par Vincent Deforce, le chef étoilé du 5 qui nous accompagne depuis le début de la semaine, qui vient de la Clusa. Il est aux côtés de Bertrand Chameroy. Qui réalise lui aussi tout seul ses cascades. Wow. Bonsoir. C'est pas Guigui Cruz. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous poursuivons notre voyage à Maurice avec des petites poulettes, chef. C'est tout à fait ça. Donc, en fait, on est sur un plat traditionnel mauricien donc, qui est fait avec l'épice Briani qui est juste là. Et on va venir donc faire un duo avec de la caille de Bresse, de la volaille de Bresse et quelques petites tamarins pour faire une petite boisson pour accompagner. Donc, ça devrait plaire aux invités. J'en suis certain. Merci beaucoup. Bonne émission, Babette. Merci à tous les deux. À tout à l'heure pour le dîner de C'est à vous. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Patrick, vous êtes heureux. Vous êtes heureux de la présence d'Édouard Philippe, C'est à vous. Très, et j'espère qu'il en est de même pour notre invité dont la venue ce soir devrait stopper au moins provisoirement le cycle rituel des éditoriaux et des lamentations sur le thème « Mais où est donc passé Édouard Philippe ? Peut-on vraiment se préparer au combat en restant planqué ? Où en sont les changements majeurs, systémiques, le plan massif auquel il disait travailler à la fin de l'été ?» Le seul candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, ça fait bizarre de dire cela, mais parce qu'on a l'impression que vous êtes une armée à en rêver et à vous préparer, mais à regarder de près, c'est vrai, vous êtes le seul à l'avoir dit. L'unique candidat déclaré n'a-t-il donc rien à dire sur les voies de sortie de la crise politique actuelle ? Vous avez vous-même expliqué qu'on n'était pas très loin d'une crise de régime. Nous sommes depuis rapprochés du bord de la falaise politiquement et financièrement. Votre parole est donc attendue. Je sais bien que votre réserve ressemble furieusement à celle de Paul Francoeur, le candidat présidentiel, interprété par Melville Poupeau dans la série Dans l'ombre, diffusée il y a 2 mois sur France 2, série que vous avez coécrite avec votre ami Gilles Boyer. Il n'y a pas de hasard. Francoeur qui répugne à descendre dans l'arène médiatique et à courir derrière chaque fait divers ou chaque tumulte d'actualité, mais à trop rester au-dessus de la mêlée, on finit par disparaître dans les nuages, même si vous êtes en train, en matière de disparition, vous êtes en ce moment largement devancé par Gabriel Attal. Qu'on espère bien recevoir prochainement sur le plateau de C'est à vous. Alors, quelles sont les réponses que vous attendez de l'ancien Premier ministre ? C'est simple, le gouvernement Bayrou est engagé depuis lundi dans une négociation cruciale et même existentielle. La chute du gouvernement Barnier ayant montré qu'il n'y avait rien à attendre du Rassemblement national en matière d'abstention bienveillante, son successeur a décidé de se tourner vers la gauche avec l'espoir de détacher une partie du nouveau Front populaire de son réflexe de censure automatique. C'est le Parti socialiste qui est visé en priorité, avec à la manœuvre Éric Lombard, ministre de l'économie, avec un cœur à gauche, rocardien, comme vous l'avez été, qui se compare à Spiderman, mais dont les chances de succès ne tiennent qu'à un fil. Qu'est-ce qui est sur la table ? Le budget 2025 en priorité. Éric Lombard a promis des mesures de justice fiscale comme l'avait fait Michel Barnier, mais les socialistes ont déjà dit que ça ne suffirait pas. Ils réclament ce qu'Olivier Faure appelle des concessions remarquables, ce qui veut dire en réalité un trophée politique, une mesure à forte portée symbolique, donc pas un plat de lentilles pour parler comme Jean-Luc Mélenchon, qui pourrait justifier de façon incontestable leur rupture avec les Insoumis et les autres adeptes du chaos. Ce trophée pour la gauche, et cette fois pour toute la gauche, il est toujours le même, c'est la réforme des retraites, celle de l'âge légal à 64 ans. François Bayrou et ses ministres répètent à leurs interlocuteurs que tout est sur la table, qu'il n'y a aucun tabou, y compris sur l'âge légal. Ça a été redit par François Bayrou hier
à Marie-Lise Léon, la numéro 1 de la CFDT, par Éric Lombard, encore aujourd'hui, au communiste Fabien Roussel. Ce qui est discuté en coulisses, et sans doute encore ce soir, puisque les socialistes sont à nouveau reçus à Bercy, ce qui est discuté, c'est bien une suspension de la réforme, un gel de l'âge de départ à 62 ans et demi. Évidemment, ça coûterait très cher. Politiquement, ce serait un renoncement majeur pour Emmanuel Macron et tous ceux qui ont soutenu cette réforme. C'est pour cela que je parlais d'un choix existentiel, d'où ma question, la mise au placard ou le gel, la suspension, comme vous voudrez, de la réforme des retraites est-elle le prix à payer pour éviter une crise de régime ? Merci. Et alors, vous avez commencé votre édito en disant que vous étiez content. Alors moi aussi, je suis très heureux d'être ici et de pouvoir répondre aux nombreuses questions que vous avez posées. Celle-là en particulier. Celle-là en particulier. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut un budget pour le pays. Ça a l'air tout bête. On a voté à la fin de l'année, enfin les parlementaires ont voté à la fin de l'année une loi spéciale qui permet au fond de reproduire l'essentiel du budget de l'année dernière. Enfin, c'est pas un budget, ça permet pas de mettre en œuvre des mesures nouvelles. Ça ne permet pas de réagir de façon souple à ce qui serait susceptible de se passer pendant l'année. Donc c'est, au fond, durablement assez insatisfaisant. Donc il faut un budget. Un budget intelligent, avez-vous dit. C'est quoi un budget intelligent ? C'est mieux qu'un budget oui, débile. Mais vous voulez bien développer. C'est-à-dire que pour moi, le budget intelligent, c'est très personnel, mais pour moi, le budget intelligent, c'est d'abord un budget qui remet la France dans le bon sens. Le bon sens, c'est c'est interrompre cette courbe que je crois mortifère pour le pays, d'un endettement qui s'accroît année après année et d'un déficit budgétaire qui n'est pas contenu. C'est ce à quoi s'attaquait Michel Barnier. On va terminer l'année 2024 avec un déficit de l'ordre de 6,1, en tout cas au moins 6%. Il y a beaucoup de gens que ça n'inquiète pas. Parce qu'ils vous disent qu'au fond, la dette, on ne la rembourse jamais, que tout ça, c'est des chiffres, que ça... Moi, je crois que c'est très inquiétant. Je pense que la situation financière du pays est très inquiétante. Je pense que nous sommes en train, par notre incapacité à régler un certain nombre de problèmes, de placer la France de demain, mais pas de demain dans 30 ans, hein, la France des 10 ans qui viennent, dans une situation de contrainte absolue. Et que donc, nous devons replacer le budget dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens d'une réduction du déficit. La 50 milliards d'économies proposées par le gouvernement Bayrou. C'est beaucoup, mais on ne fera pas de miracle. Michel Barnier avait expliqué que son objectif, c'était 5% du déficit. Bon, c'était, en réalité, un coup de frein énorme. J'ai entendu le ministre de l'économie parler de 5,4. Alors, ça a l'air de rien, 5,4, mais c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que l'effort est un peu moindre. Moi, je suis très attaché au retour dans le bon ordre des finances publiques. Donc plus près de 5 que de 5,5. Mais je pense que la stabilité politique est précieuse en ce moment. Et donc, si le gouvernement dit 5,4 et pas 5, et qu'il s'y prend bien, je peux concevoir qu'il y a un intérêt, un avantage et un intérêt pour le pays à conserver cette stabilité politique et à ne pas avoir une deuxième motion de censure sur un deuxième projet de loi de finances. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on y arrive ? Sans hausse d'impôts, par exemple. Comment est-ce qu'on y arrive ? Alors, vous avez d'un côté ceux qui disent pas de nouvel impôt. Ceux qui disent, quand on dit pas de nouvel impôt, ça veut dire qu'on peut bouger le taux des impôts qui existent en général. Vous voyez, vous avez ceux qui disent... Pas de hausse d'impôts dans ce cas-là. Hein. C'est ce qu'on entend aussi. Oui, enfin, il y a des gens qui disent pas de nouveaux impôts, pas de hausse d'impôts. Vous avez ceux qui disent beaucoup de justice fiscale. Alors, en général, en France, la justice fiscale, c'est toujours plus d'impôts. Pour les plus riches. Quand on dit justice fiscale, oui. Bon, en réalité, c'est toujours plus d'impôts. Moi, mon objectif, c'est d'essayer de convaincre le gouvernement que l'intérêt du pays, c'est de baisser les dépenses publiques. Et donc, d'atteindre cet objectif de 5,4 et peut-être même de 5,5 par la baisse de la dépense. C'est plus difficile, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que j'ai dit hier au ministre de l'économie et à la ministre chargée des comptes publics et du budget. Je leur ai dit, vous allez dans le bon sens, très bien, nous vous aiderons, mais je pense que le bon instrument à utiliser, c'est la baisse de la dépense et pas l'augmentation d'impôts. Pourquoi pas l'augmentation d'impôts ? Parce c'est un fait, c'est pas de mon fait, c'est pas... Mais enfin, on est en France dans un pays où la pression fiscale, le taux de prélèvement obligatoire est déjà extrêmement important. Et nous avons pendant des années augmenté, quand je dis nous, c'est pas nécessairement moi j'ai plutôt baissé les impôts. Mais enfin, on a pendant des années augmenté la pression fiscale et je constate qu'au fur et à mesure qu'on augmentait la pression fiscale, on a quand même augmenté le déficit et surtout augmenté la dette. Donc il faut que nous reprenions. Vous avez cité tout à l'heure Michel Rocard. Je voudrais citer un autre homme qui n'est pas un homme de droite, comme moi, mais qui est quelqu'un qui a compté dans mon parcours intellectuel, même si je ne l'ai jamais rencontré, parce je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, c'est Pierre Mendès France. Et Pierre Mendès France avait cette phrase
qui me paraît toujours valable, qu'il a connu. Il a dit un pays qui ne maîtrise pas ses comptes, c'est un pays qui s'abandonne. Et c'est la vérité. Je n'ai pas des obsessions de comptable. J'ai beaucoup de respect pour les comptables, mais ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas des obsessions de comptable. J'ai des obsessions de souveraineté, d'autorité de l'État et d'indépendance de la France. Et lorsqu'on laisse les comptes partir, comme nous les avons laissés partir, nous nous plaçons mécaniquement dans la main de prêteurs, c'est-à-dire de gens qui acceptent de nous prêter de l'argent. Ça, c'est sûr. Mais contre paiement, avec des taux d'intérêt qui sont en train de monter. Et quand les taux d'intérêt montent, c'est pas simplement un truc pénible pour nos enfants, nos petits-enfants, ce qui serait déjà suffisant à condamner le truc. C'est quelque chose qui va ralentir la construction de logements. C'est quelque chose qui va ralentir les investissements. Et nous sommes en train de nous placer par notre indolence, parfois, par notre souci du confort immédiat, par notre refus de regarder la réalité en face, dans une situation qui est dangereuse pour le pays. Là, vous nous dites comment faire un budget dans l'idéal, enfin dans votre idéal. Non, pas dans l'idéal. Comment faire un budget avec les forces politiques telles qu'elles sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et donc comment trouver un compromis à la fois politique et financier avec dans la composition qui est celle de l'Assemblée. L'idéal, Patrick Cohen, ce serait d'avoir eu pendant une élection un programme clair, validé par une majorité de Français qui permettrait ensuite de le mettre en œuvre. Ça, ce serait l'idéal. Bon, ça n'est pas le cas. On est dans une situation... Donc, dans la situation telle qu'elle est, d'indétermination, où il faut... Comment éviter une censure? Où il faut effectivement discuter et construire un compromis. Explicite ou implicite, c'est ce qu'on appelle l'accord de non-censure, mais en vérité, c'est un compromis. Est-ce que le gel de la réforme des retraites est un... C'est ce que le gouvernement essaie de faire. Bon. Et moi, je ne veux pas gêner le gouvernement. Je ne suis pas arrivé hier devant le ministre de l'économie en lui disant « j'ai des lignes rouges ». Je suis allé voir le ministre de l'économie en lui disant « j'ai des lignes claires ». Je pense qu'il faut baisser la dépense publique. Je pense qu'il faut permettre à la France de rester productive, attractive, compétitive pour créer des richesses qui demain seront redistribuées. Donc geler la réforme des retraites, c'est augmenter la dépense publique par définition. Geler la réforme des retraites aujourd'hui, d'abord, pour être très honnête, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas très bien, je suis sérieux, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire geler ou suspendre la réforme. Ça veut dire qu'on bloque l'application de toute la loi? De la mesure d'âge. Alors bon, déjà, vous voyez, c'est pas clair. La mesure d'âge. De toute la loi, il y a dans la loi des aspects qui sont plutôt des progrès sociaux. Vous les enlevez ou pas? Bon, donc qu'est-ce que ça veut dire? Et par ailleurs, je pense qu'il faut avoir la lucidité de dire que nous sommes dans une situation financière trop tendue pour nous permettre d'attendre. Ça fait trop longtemps qu'on attend. Et je pense qu'il faut le faire. Sur les retraites. Je ne crois pas que ce soit, je suis même assez sûr de moi, je suis en tout cas très convaincu que ce n'est pas le bon instrument. Mais je comprends que le gouvernement soit tenu d'écouter tout le monde et d'essayer de construire quelque chose. Et je ne sais pas ce que le ministre de l'économie, ce que le Premier ministre arbitrera en termes de construction du budget. Donc j'ai exprimé vous hier... Vous approuverez en toute hypothèse? Non, vous exprimerez des réserves si ça ne va pas dans votre sens. Attendez, je ne veux pas de procès d'intention, je suis... ouvert à la discussion, je ne pose pas de ligne rouge, j'exprime des convictions. On verra ce que le gouvernement en fait. Mais je pense, je redis, que considérer que dans la situation financière dans laquelle nous nous trouvons, dans la situation économique dans laquelle nous nous trouvons, il suffirait d'attendre pour voir, c'est ne pas servir l'intérêt du pays, et je pense que c'est donc une mauvaise idée. C'est un message aussi que vous adressez au Parti Socialiste, qui semble non pas faire du chantage, mais en tout cas négocier ce gel de la réforme des retraites. Je n'utiliserai pas le terme de chantage. Le Parti Socialiste exprime ce à quoi il croit, il a quand même le droit, c'est une démocratie. J'exprime ce que moi je crois, j'ai quand même le droit aussi, et on peut discuter et voir si le gouvernement trouve un pis-aller ou quelque chose qui permet d'avancer. Mais, si vous me posez la question de savoir si on peut... geler, suspendre, renoncer, attendre, parce que demain ce sera plus facile. Demain, ça ne sera pas plus facile. Et l'urgence, elle est là. Ce ne serait pas la première réforme des retraites à laquelle il faut renoncer, Édouard Philippe? Oui, et ça fait 45 ans qu'on se dit qu'il y a un moment où il va falloir qu'on règle le problème. On ne l'a pas réglé. Il est réglé, d'ailleurs. Moi, je vais vous dire, je trouve... Il y a un déni français qui est extraordinaire sur les retraites, ou qui est affligeant, je ne sais pas. Les pays autour de nous, qui sont... des pays dans lesquels le besoin de solidarité est très fortement exprimé aussi, dans lesquels la démographie est parfois plus mauvaise que la nôtre. Ces pays qui sont parfois gérés par une gauche plus à gauche que la nôtre, ou par une droite plus à droite que la nôtre, ont tous, quand ils ont voulu préserver leur système de répartition, tous, la Belgique,
l'Italie, Mme Meloni, l'Espagne, ils ont tous repoussé l'âge de départ à la retraite. On peut dire que nous, on est fait d'un autre bois, qu'on n'obéit pas aux mêmes règles économiques ou aux mêmes règles démographiques, mais ça n'est pas vrai. Alors, regardons-nous en face et disons qu'il faut régler ce problème qui pèse. Le problème de la retraite pèse. Il ne pèse pas simplement sur nos comptes. Il pèse sur notre productivité. Il faut essayer de régler ce problème. Regardons la réalité en face, nom de nom. Je ne sais pas si vous avez entendu de la part d'un certain nombre d'interlocuteurs la petite musique qui revient, qui dit « Ah, quand même, le système à points, c'était pas mal. » Mais je crois que c'était pas mal. Oui, vous avez le regret que c'est la réforme telle que vous l'avez fait passer, je le rappelle, par 49.3 à l'Assemblée nationale, juste avant la crise Covid, ait été laissée en plan. Et dans des conditions qui étaient très difficiles, parce que c'était une réforme... c'est une réforme très ambitieuse sur laquelle s'était engagé le président de la République. Très complexe. Et redoutablement complexe et politiquement très déstabilisante. Donc il y a eu beaucoup d'opposition et ça peut parfaitement se concevoir, je l'entends. Mais je pense que passer un système à points était une bonne idée et je pense que installer dans le système de retraite un mécanisme qui permettait de l'équilibrer durablement était également une bonne idée, compte tenu de ce que l'on voit depuis 40 ans en France, c'est-à-dire notre incapacité à équilibrer notre système de retraite. 2 anciens premiers ministres font partie du gouvernement de François Bayrou, Elisabeth Borne et Manuel Valls. Est-ce que c'était inenvisageable de vous voir rentrer au gouvernement, incompatible avec le fait d'avoir déclaré en septembre dernier votre candidature à l'élection présidentielle pour 2027 ? Et pour reprendre les titres des éditos qu'a cité Patrick, est-ce qu'on peut vraiment se préparer au combat de la présidentielle en restant planqué ? Écoutez, on ne m'a pas proposé et je crois pouvoir dire que si on m'avait proposé, je n'aurais pas accepté. Alors après, vous dites que je suis planqué, c'est votre façon de voir. Moi, ce que je sais, c'est que je suis maire du Havre et que je ne suis pas planqué là-bas. Je fais des choses, je transforme ma ville, je l'aime. Les Français pourraient penser, vous êtes toujours la personnalité politique préférée des Français. Ils pourraient penser que vous les laissez en plan dans un moment de crise très aigu. Et je fais autre chose qui a un inconvénient majeur et un mérite important. Le mérite important, c'est que je parcours le pays. Et je vais à la rencontre des Françaises et des Français. Je vais voir des villes, des villages, des métropoles que je ne connais pas ou que je connais trop mal. Je rencontre des chefs d'entreprise, des responsables d'associations, des responsables de patrimoine. Je les écoute, je parle avec eux, je découvre. C'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement utile pour mûrir un projet. C'est un inconvénient majeur, c'est que ça ne se voit pas. Mais je vais vous dire, c'est pas très grave. Parce que je pense que tout le monde peut comprendre que ce qui est important et pas visible est plus précieux que ce qui est visible et pas important. Vous n'avez pas peur de vous faire oublier quand même? Non. Et donc ce projet, il est mûr, il est presque mûr? Non, il se construit. Il est massif. Il se construit parce que je ne crois pas qu'il sorte tout armé de la réflexion d'un seul. Il passe par des rencontres. Il passe par des échanges, il passe par des débats, et c'est un exercice dans lequel nous sommes engagés. Alors, je ne suis pas resté les 2 pieds dans le même sabot depuis 2 ans. Il se pourrait que vous puissiez être candidat plus tôt que prévu. Et j'ai déjà formulé un certain nombre de propositions assez massives. Vous vous souvenez peut-être que j'ai été un des premiers à expliquer qu'il fallait dénoncer l'accord qui nous lie à l'Algérie, la Convention de 1968, qui nous lie à l'Algérie pour l'entrée et le séjour des ressortissants algériens. C'est pas du tout une petite chose. Je suis parfaitement conscient de la portée diplomatique de cette dénonciation. Mais je crois que s'agissant du contrôle de l'entrée sur le territoire et du contrôle de qui reste sur le territoire, je crois que cette dénonciation est opportune et que le moment est venu. On se souvient qu'en juin dernier, vous aviez estimé qu'Emmanuel Macron avait tué la majorité présidentielle en dissolvant l'Assemblée nationale. Lors de ses vœux, le président a reconnu que cette dissolution a apporté, pour le moment, a-t-il dit, davantage de divisions que de solutions pour les Français. C'est un mea culpa suffisant ? Bon, c'est toujours difficile de... Moi, j'ai dit ce que je pensais de cette dissolution. Je pensais que c'était une décision funeste. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'elle avait tué la majorité. C'est toujours difficile de reconnaître qu'on s'est trompé. J'ai parfois du mal à reconnaître que je me suis trompé, je peux parfaitement l'admettre. J'ai trouvé que la formule du président était bonne. Et que dans sa bouche, le connaissant comme je le connais, c'était en effet un mea culpa et que c'était une bonne façon de nous faire comprendre qu'il avait pris la mesure de la décision qu'il avait prise. Je crois. Enfin, pardon, mais je ne suis pas habilité à parler en son nom, je n'ai pas envie d'ailleurs, mais c'est comme ça que je l'ai interprété. Il a aussi dit dans ses vœux qu'il voulait plus consulter les Français sur certains sujets, qu'il allait
voilà, les appeler à trancher. Consulter les Français par référendum ou à travers des conventions citoyennes, comme ça avait été déjà fait, c'est quoi? C'est un moyen de débloquer une partie de la société ou de l'Assemblée? Alors, la formule qu'il a utilisée, c'est consulter les Français. Il n'a pas utilisé le terme référendum, je crois, mais il a utilisé ce terme de consulter. Je vous demanderai de trancher. Voilà, de trancher, pardon, vous avez raison. Mais il n'a pas utilisé le mot référendum. Moi, je suis un grand admirateur de la Constitution de la Ve République, et dans la Constitution de la Ve République, on parle 2 fois du référendum, c'est l'article 89 ou c'est l'article 11. On peut utiliser le référendum, c'est un instrument parfaitement constitutionnel et parfaitement utile. Et je vais vous dire, très tôt, après le résultat des élections législatives, j'ai considéré que la situation de blocage dans laquelle nous nous trouvons, avec des majorités qui seront forcément, enfin qui ne seront pas des majorités d'ailleurs, qui seront des majorités de compromis, pouvait inciter le Premier ministre et le Président à au moins 2 choses. D'abord, légiférer par référendum sur des questions qui entrent dans le champ de l'article 11. Il ne s'agit pas de sortir du bloc constitutionnel. Pas tous les sujets, alors. C'est-à-dire que l'article 11 limite le champ des questions ou des projets de loi qu'on peut soumettre à référendum. C'est comme ça. On ne peut pas faire, par exemple, un référendum en matière pénale. Pour l'aggravation des peines, on ne peut pas utiliser le référendum pour ça. C'est le constituant qui a choisi ça. Bon, c'est une règle, il faut la respecter. Mais enfin, on peut poser des questions. On peut poser des questions sur l'assurance chômage. On peut poser des questions sur l'amélioration de la vie démocratique. On peut poser des questions et on peut proposer des projets de loi dans ce domaine. Je pense même que le Premier ministre pourrait rassembler les forces politiques, décider à entrer dans cette discussion pour leur dire, au fond, que pouvons-nous soumettre? Quel type de projet de loi pourrions-nous soumettre au référendum? Ça va être leur réponse, mais oui. Je vais vous dire, je pense que le référendum est une arme qui permet aux Françaises et aux Français de trancher sur des projets de loi. Et je pense que le Premier ministre devrait faire une deuxième chose, et j'ai l'impression qu'on est parti pour, c'est proposer à l'ensemble des forces syndicales, des forces économiques et sociales du pays, d'entamer une discussion sur des sujets que nous ne pourrons pas trancher d'ici la prochaine présidentielle, mais que nous pouvons préparer. Et typiquement, la question du financement du modèle social français, dont on voit bien qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'est pas équilibré, qu'il n'est pas sérieux à mon sens, eh ben on peut poser cette question. On peut échanger, on peut discuter et créer du consensus là où, manifestement, à l'Assemblée nationale, on n'en est pas capable. Des référendums, des grandes conférences sociales, ça permet, je crois, d'avancer dans une époque et dans une situation où il faut être lucide. On ne pourra pas faire grand-chose. Sans majorité solide et sans programme clair, on ne fait pas grand-chose. Essayer de préparer des décisions qui pourront être tranchées lors de la prochaine présidentielle, par exemple, ou lors de prochaines législatives, s'il devait y en avoir. Vous restez avec nous, d'autres sujets à vous soumettre, Monsieur le Premier ministre, notamment dans la story de Mohamed Bouafsi. C'est l'histoire d'un décès qui n'en finit pas de faire réagir les Français. Hier soir, quelques heures après la disparition de Jean-Marie Le Pen à 96 ans, plusieurs centaines de Français se sont rassemblés à Marseille, à Lyon ou encore à Paris pour célébrer la mort du fondateur du Front National. Il faut célébrer quand les personnages aussi haineux sont morts. Je suis contente qu'un raciste soit mort. Une personne qui a divulgué et promu énormément d'idées racistes en France dans les 40-50 dernières années. Tous ensemble contre le fascisme, contre le racisme, contre l'antisémitisme. De nombreuses personnes se sont donc rassemblées et ont célébré avec des feux d'artifice et des fumigènes la mort de l'homme condamné à 25 reprises par la justice. Des images jugées honteuses par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ce matin, dans les matinales, la classe politique a été divisée sur ces torrents de joie. Non, ça ne me choque pas et je trouve que ceux qui sont choqués par ce qui s'est passé hier, d'une jeunesse qui continue d'emmerder le Front National, sont dans un esprit Charlie et puis le soir sont choqués. Pour avoir combattu beaucoup Jean-Marie Le Pen sur ses positions, sur son comportement, sur ses déclarations, je crois qu'aujourd'hui,
mort, il a le droit au respect et sa famille à nos condoléances républicaines. Ça me choque énormément d'aller se réjouir de la mort de quelqu'un. C'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mes valeurs humanistes, personnelles de croyantes, etc. Ça me révulse. Mais à gauche aussi, d'autres voix sont dissonantes. C'est le cas du député Jérôme Guedj. S'il n'oublie pas le passé de l'homme qui a estimé que les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire, ses réactions festives ont également pu le choquer. Moi, je suis toujours dérangé par des images de foule qui se réjouissent de la mort d'un homme, quel qu'il soit. Après, ça n'interdit pas d'être un opposant résolu. Je l'ai été toute ma vie politique. C'était un raciste, c'était un xénophobe, c'était un antisémite. Ça a été un tortionnaire pendant la guerre d'Algérie. Bref, c'était un adversaire, voire un ennemi politique. Mais même d'un ennemi politique, je ne me réjouis pas de sa mort. Deux réactions étaient plus particulièrement attendues. Marion Maréchal Le Pen a tweeté « Daddy, ne t'inquiète pas, la mission que tu m'as confiée, je ne l'ai pas oubliée. » Marine Le Pen, elle, a appris hier la nouvelle en revenant de Mayotte dans l'avion. Ce sont des journalistes présents qui l'ont informé du décès de son père. La dirigeante du RN a ensuite été vue en larmes par plusieurs de nos confrères. Elle a publié sur X « Beaucoup de gens qui l'aiment l'attendent là-haut, beaucoup de gens qui l'aiment le pleurent ici-bas. Bon vent, bonne mère, papa. » Louis Alliot était à ses côtés lors de l'annonce de la mort de l'ancien patron du RN. En colère, il estime que la gauche est responsable des scènes de liesse. J'ai vu beaucoup de jeunes qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui finalement vont se réjouir de la mort de quelqu'un qui n'est pour rien dans la situation actuelle de la France. Les ghettos, la pauvreté, la précarité, l'insécurité, l'immigration clandestine, tout ça, c'est leur bilan à eux, et notamment à gauche. C'est eux qui ont gouverné la France avec la droite depuis 40 ans, et ils vont s'en prendre à quelqu'un qui n'a aucune responsabilité dans ça, au prétexte qu'il aurait eu des formules provocatrices, scandaleuses, très bien. Mais ça, vous ne pouvez pas résumer la vie d'un homme à tout ça. Cette une de l'Humanité a également suscité moult réactions. Le poignard de tortionnaire de Jean-Marie Le Pen, oublié dans la Casbah d'Alger le 3 mars 1957 pendant la guerre d'Algérie, avec ce titre « La haine était son métier ». À l'UMA, on ne veut pas oublier le passé raciste et négationniste de Le Pen. On a quand même un Premier ministre qui ne parle pas du tout, le mot d'extrême droite, je crois, ne figure absolument pas dans son communiqué. Et on trouve dans une grande partie de la presse de droite quand même des termes. En gros, Jean-Marie Le Pen, c'est presque un gentil lanceur d'alerte sur un risque de submersion migratoire qu'on connaîtrait aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on mesure quand même le danger de la tonalité du débat public autour de sa disparition. Nous, on n'avait pas envie de montrer son visage. La référence à Merle était intéressante. À l'Humanité, on a toujours été très sensible à l'histoire de la guerre d'Algérie. Édouard Philippe, quel sentiment vous inspirent ces scènes de liesse vues dans plusieurs villes de France hier? Écoutez, moi, je n'ai jamais rencontré Jean-Marie Le Pen. J'ai jamais adhéré aux idées qu'il professait. Je les ai même combattues résolument depuis que je fais de la politique, et même avant de faire de la politique. J'ai été outré par ses outrances. J'ai aucune sympathie. Mais je ne fais pas partie des gens qui dansent sur la tombe des autres. Voilà, danser sur la tombe de quelqu'un, c'est quelque chose qui est assez... voilà, c'est pas dans ma nature, je ne conçois pas ça. Bon, voilà, après, chacun est responsable de ses actes, de ses réactions. Ça vous choque quand vous regardez ces images? Voilà, je vous ai dit ce que je pensais. Je ne me vois pas faire ça. Je trouve que danser sur la tombe de quelqu'un, c'est un acte curieux. Fut-il un adversaire? Fut-il un adversaire résolu? Voilà, c'est tout, enfin bon. Vous n'avez jamais rencontré Jean-Marie Le Pen, mais vous avez dîné avec Marine Le Pen, c'était en décembre 2023. Cette rencontre, elle a été critiquée par François Bayrou, qui a dit que c'était un mauvais signal. Il se trompait? C'est son avis. Je veux dire, il a le droit de penser ce qu'il pense et de dire ce qu'il pense. Et puis moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et de rencontrer qui j'ai envie de rencontrer. Voilà. Et si vous pensez que je vais changer de doctrine et de façon de faire, y compris parce que quelqu'un pense que c'est une mauvaise idée, vous vous trompez. Non mais ça intrigue. Oui. Enfin, c'est pas les dîners secrets ou les rencontres secrètes avec des gens qui ne sont pas dans... Hein bah, si, ça a été révélé par Libération. Pardon, je ne publie pas tous les jours une liste des gens avec qui je dîne. Enfin, arrêtez, il y a quoi? Il y a une liste de gens avec qui je n'ai pas le droit de dîner? Non, mais vous êtes incroyable. C'est pas des gens, c'est une leader candidate à la présidentielle. C'est pas des gens. Oui, c'est la présidente d'un parti qui va se présenter à l'élection. Édouard Philippe. Mais je peux comprendre tout, je peux comprendre que ça puisse choquer certains. J'ai des amis à moi qui m'ont dit « Oh là là, mais c'est très mal ça ». Bien sûr que je peux comprendre ça. Mais moi, je considère que c'était important de la rencontrer. Je considère que je ne l'avais jamais rencontrée autrement que dans un bureau pour des réunions
au fond assez convenue et que j'avais envie de discuter avec elle et de voir comment elle fonctionnait, de quoi elle était faite. Je ne vais pas m'excuser de ça. Et encore une fois, l'idée que dans une démocratie, on pourrait, y compris, ne pas discuter avec ses adversaires, alors que ce sont des adversaires résolus, me paraît une idée qui est dangereuse pour la démocratie. Donc voilà, je n'ai aucun problème à le dire. Et je ne mettrai pas exactement sur le même plan, si vous me permettez, la réaction que je formule s'agissant du « j'ai pas envie d'aller danser sur la tombe de quelqu'un, fût-il un adversaire résolu » et ce dîner. Voilà. Pierre. 16h dernière encore, à l'occasion des commémorations des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, Bruno Retailleau a souhaité que, je le cite, la lutte contre l'islamisme des frères musulmans soit, je le cite encore, une des grandes priorités de ces prochains mois. Et dans Le Parisien comme sur RTL, le ministre de l'Intérieur a aussi déclaré vouloir une loi pour interdire le port du voile aux accompagnatrices scolaires ainsi qu'à l'université. Vous souhaitez une loi pour ça qui dise on interdit le port du voile pour les accompagnatrices scolaires et on interdit le voile à l'université? Je pense qu'il faut lutter pied à pied, notamment sur tout ce qui constitue notre identité culturelle républicaine, la laïcité. Il faut être absolument intransigeant. Et donc pas de mère de famille accompagnatrice voilée? Non, puisque pour moi, encore une fois, c'est l'école hors les murs. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un principe qui est un principe fondamental. Alors évidemment, il y a le symbole de cette déclaration le jour des commémorations, mais au-delà de ça, vous le rejoignez? Je le rejoins sur l'idée qu'il faut lutter contre, politiquement, intellectuellement, contre toutes les doctrines qui sont des doctrines qui me paraissent radicalement incompatibles avec la République. Et j'ai aucun doute sur le fait que l'islamisme politique soit radicalement incompatible avec la République. Après, j'ai beaucoup de points d'accord avec Bruno Retailleau, mais sur ce point-là, j'ai un point de désaccord. Pour une raison, et on a le droit d'être en désaccord, pour une raison assez simple, c'est que je pense que dans la loi, qui est une loi qui est devenue quasiment constitutionnelle, la loi de 1905 sur la laïcité, on pose le principe d'une liberté, et notamment d'une liberté religieuse. Alors, elle est encadrée par la loi. Du reste, nous avons décidé, le législateur a décidé, il y a maintenant plus de 20 ans, d'interdire le port des signes ostensibles religieux à l'école. Pourquoi? Il faut se souvenir de pourquoi. Parce que l'école est un lieu de formation des esprits, et notamment des esprits des mineurs. Et que donc, on a considéré qu'il fallait sortir les signes ostensibles religieux de l'enceinte scolaire. La question ne se pose pas exactement de la même façon à l'université, où on a des majeurs avec un esprit critique, avec une volonté justement de les former à l'esprit critique et pas simplement à l'apprentissage des savoirs. Bon, donc moi je considère que la liberté religieuse, ça existe et c'est garanti par la loi. Et je trouve surtout, et peut-être que sur ce point-là je retrouve Bruno Retailleau, je trouve surtout qu'il y a d'autres sujets où l'impact de la lutte que nous pourrions conduire est infiniment supérieur à celui d'une éventuelle interdiction du port du voile pour une maman qui accompagne un enfant ou pour l'interdiction du port du voile à l'université. C'est ce qui se passe sur les réseaux. Et je le dis d'autant plus volontiers qu'on a vu, depuis ces quelques jours, un certain nombre d'influenceurs, de personnalités, je ne sais pas très bien comment il faut les appeler. Des influenceurs, oui. Ouais, très bien, appelons-le des influenceurs, qui diffusent des idées qui me paraissent des idées incroyablement dangereuses pour l'unité, pour la cohésion nationale, et je dirais même pour l'intérêt du pays. Et bien là, il faut engager une lutte absolument sans répit et déterminée. Et moi, je trouve que je préférerais qu'on se concentre sur cette lutte, y compris en engageant des bras de fer avec les éditeurs, plus exactement, même pas les éditeurs ou les hébergeurs, parce que juridiquement, ce sont des termes qui ont un sens, mais les plateformes, pour qu'elles soient beaucoup plus responsabilisées de ce qu'elles acceptent de transporter. Quand on publie un journal, le journal est d'une façon ou d'une autre responsable de ce qui est publié dans le journal. Et quand on est une plateforme, en réalité, on n'a pas cette responsabilité de l'éditeur. Je trouve ça dangereux. Et je préfère qu'on porte le combat là, ça me paraît infiniment plus utile. Et sur ce point-là aussi, je rejoins Bruno Retailleau. Didier Deschamps était à la mi-journée invité du plateau du JT de TF1. En règle générale, quand il intervient dans un JT, c'est que l'heure est grave. Hein. C'est souvent pour annoncer la liste des 23 joueurs retenus en équipe de France. Aujourd'hui, en marge de l'opération Pièce jaune, c'était pour annoncer qu'il ne ferait plus de liste ni de sélection à partir du Mondial 2026. Une annonce qui a pris de court la journaliste Marie-Sophie Lacaro.
Je suis là depuis 2012. Je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du Monde, mais ça s'arrêtera là parce qu'il faut que ça s'arrête là un moment. Ah, vous arrêterez, ce sera terminé. Dans ma tête, oui, c'est bien clair. Bah, c'est une annonce, ça. Oui, j'ai fait mon temps aussi avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau, mais 2026, c'est très bien. Bonsoir Nathalie Guédetta, directrice des sports de Radio France. Est-ce que vous étiez aussi surprise que Marie-Sophie Lacaro, qui a eu l'air de tomber de l'armoire quand même, hein? Je crois que sur le fond, la surprise, elle n'existe pas. Personne n'imaginait que Didier Deschamps allait poursuivre au-delà de 2026. Alors, en revanche, sur la forme et le timing, quel début d'année. Ça s'appelle comment en football, ça? Je pense qu'il a fait un peu, vous savez, sur un terrain, parfois, tu aperçois que tu as un espace et tu te dis, je le prends, je m'engouffre. Il a fait un débordement et il s'est dit, je vais au bout et je le dis. Il a pris sa décision de l'annoncer sur le plateau. Ah oui, c'est vraiment une dernière minute. Sur le fond. Oui, c'est une Nicolas Hulot. Voilà. Dans un autre genre, dans un autre registre. C'était plus immédiat chez Nicolas Hulot, c'était dans la journée, alors que là, il y a 17 mois. Le mondial 2026. J'ai fait mon temps. C'est le terme qu'il a expliqué pour justifier cette décision. C'est une bonne façon de résumer sa situation. En tout cas, c'est ce qu'il éprouve. Et objectivement, en 2026, Didier Deschamps aura fait 14 ans à la tête de l'équipe de France. C'est colossal. Vraiment, pour une sélection dans un grand pays de football, avec, pardon quand même de le rappeler ici, mais une constance dans la performance qui est assez impressionnante. Donc, 14 ans de septennat, franchement, c'est bien. Ouais. C'est le pire métier du monde, sélectionneur. C'est pire que président ou Premier ministre. Il y avait eu un très beau documentaire qui s'appelait L'enfer de Matignon, et mes camarades de Canal+ à l'époque avaient fait un documentaire sur l'enfer de la sélection. Et c'est assez juste en réalité, parce qu'il faut beaucoup choisir, il faut beaucoup assembler, et puis il faut toujours trancher, et puis il faut assumer. Des victoires, des défaites, des gestions d'ego. Et donc, il y a quelques similitudes quand même. Et là, les critiques... Non, vous auriez préféré être sélectionneur. Mais c'est exactement. Bah oui. C'est pas ça. Je veux bien croire que chacun a un avis et que tout le monde critique le sélectionneur et que c'est difficile. Il ne faut pas déconner. C'est plus sympa d'être sélectionneur. Ouais, enfin, quand vous vous levez tôt le matin, il y a des gens qui vous regardent, qui se lèvent tôt le matin pour aller nettoyer des sols industriels dans la banlieue et dans les usines. Là, vous avez un job qui est dur, vachement dur. Donc, non, on comparait ça avec président ou Premier ministre. Oui, mais c'est formidable, c'est un honneur. Mais de ce point de vue-là, elle se retrouve. Ouais. C'est un honneur, c'est une passion, c'est difficile parfois. J'ai même tendance à penser que c'est quand même un tout petit peu plus difficile dans le champ politique que dans le champ footballistique. Excusez-moi de le penser, mais enfin, je le pense vraiment. Mais voilà, c'est formidable. Et il a un bilan exceptionnel. Ouais. Hein, c'est le... En foot, on dit le palmarès. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai. En tout cas, je peux vous dire que c'est la classe à Dédé. Et nous comprenons l'un l'autre. Vous disiez deux septennats. C'est vrai qu'il a commencé en 2012 pour succéder à Laurent Blanc à l'époque. Il a conduit les Bleus à la victoire en Ligue des Nations en 2021. Mais ça, c'était bien sûr après les avoir couronnés champions du monde en 2018. Merci Didier. Merci Didier, franchement. Deschamps, il a réussi sa première coupe, mais encore mieux la deuxième. Encore mieux la deuxième. Elle est plus belle la deuxième. C'est quand même l'un des 3 seuls à avoir remporté le mondial en tant que joueur et en tant que sélectionneur. Il y a aussi eu le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer. Et Didier Deschamps est entré... On célèbre la première année de disparition cette semaine. Il est entré dans l'histoire du foot français. Du foot mondial. Et du foot mondial. Bien sûr, bien sûr. Toutes les nations regardent Didier Deschamps avec une admiration hors norme, et ses collègues, d'une certaine manière, puisqu'eux savent la dureté du métier aussi, bien sûr. Vous diriez que c'est le plus grand entraîneur de l'histoire du foot français ? Il a gagné partout. Moi, j'ai dans mon petit cœur, évidemment, comme toute ma génération, Aimé Jacquet, parce que c'est le premier qui a offert une Coupe du Monde, et notamment avec son capitaine, qui était son double, d'une certaine manière, Didier Deschamps. Mais oui, là, factuellement, c'est le plus grand sélectionneur de l'histoire du football français. Même si on dit parfois qu'il produit un jeu moche,
mais gagnant. C'est pas comme ça qu'on dit, Mohamed? Si, c'est très bien. On peut dire ça comme ça. Il déteste évidemment ce genre de critiques. Pour autant, il les entend. Il n'a jamais prétendu être Pep Guardiola non plus, Didier Deschamps, dans sa matrice. C'est quelqu'un qui, joueur déjà, était un peu raide. C'est une culture à l'italienne. Vous savez, c'est-à-dire tout en défense, c'est pas ça la culture? Alors c'est d'abord la défense et du coup tu peux marquer un but. Ça n'est pas que de la défense, le championnat et le football italien, ma chère Babette. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a eu cette éducation-là en tant que joueur lorsqu'il a été à la Juve, notamment. Et on se souvient tous de 1998, en quart de finale, l'équipe de France élimine l'Italie et le lendemain, j'étais, moi, en Italie le lendemain de cette élimination. La presse titrait italienne, nous avons créé des monstres. Et la vérité, c'est que de nombreux joueurs de cette sélection jouaient à ce moment-là en Italie, dont Zinedine Zidane, dont Marcel Desailly, dont Didier Deschamps, et qu'ils ont appris une culture de la gagne avant la beauté du jeu, ce qui était d'une certaine manière exactement l'inverse de l'histoire du football français, qui dans les années 80 était des romantiques absolument prodigieux, mais des losers magnifiques. Donc voilà, il a inversé ce champ-là. Mais déjà, Aimé Jacquet avait imposé ça. Franchement, l'équipe de 98... Bon, il y a eu ce 3-0 en finale face au Brésil, mais sinon, ça a été dur. Hein. C'était dur. Hein. Vous venez de parler de Zinedine Zidane. Que fait-il, tiens, au 1er janvier 2025? Comment nous a-t-il présenté ses vœux? Oui, exactement. Ah, ils étaient chouettes, ses vœux. Il a l'air bien dispo, quand même. Il est très dispo. Feliz años a todos. Bonne année à tous. Happy New Year, everyone. Et c'est tout, non? Et c'est tout, non? Il est disponible pour tous les pays, dit Patrick. Non, il n'est pas disponible pour tous les pays. Ah bon. Il a été approché par la Première Ligue, il a été approché par la Bundesliga. Et Zidane a une matrice et je dois parler la langue. Donc il parle l'italien, il parle l'espagnol, il parle le français. Ça fait déjà pas mal. Mais c'est lui le prochain sélectionneur de l'équipe de France? Qui d'autre? Ah oui, ok, vous avez... Ah ouais. Il pourrait y en avoir d'autres, mais le premier sur la liste, l'évidence. Alors, mon grand âge, bon, on va dire mon expérience devrait me conduire à la plus grande prudence parce que, on le sait, là aussi, comme en politique, rien ne se passe jamais comme prévu. Pour autant, c'est une évidence. Zidane est une évidence et l'équipe de France est une évidence pour lui. Il l'a toujours dit. Zidane, il a deux mantras, c'est le Real Madrid et l'équipe de France. Au Real... 4 saisons, 11 titres, 3 Champions League d'affilée. Il a tué le game. Il attend les Bleus. Il a toujours été très respectueux. Il faut qu'on l'appelle. Il a dit c'est jamais moi qui déciderai. Mais si on m'appelle, bien sûr, ce sera oui. Alors il faut que Philippe Diallo l'appelle en fait. Hein. Oui, et qu'il se dépêche en gros quand même, qu'il ne le laisse pas trop mariner. Il reste 17 mois. Ça va être long, hein. Merci Nathalie, vous restez avec nous? Avec plaisir. Directrice générale des sports de Radio France, je vais dire France Télévisions. Alors directrice des sports, hein, parce que directrice générale, ne m'en donnez pas trop, ma chère Babette. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y avait même pas général. Laura Sénéchal, directeur général du 5 sur 5. Ça oui. Pardon. La neige de retour sur la moitié nord, Laurent. Oui, des flocons qui sont arrivés dans l'après-midi par le nord-ouest en Normandie, tiens, du côté du Havre. Dans les Hauts-de-France aussi, où d'ailleurs les transports ont été suspendus. Galère pour un étudiant aux 13h de TF1 qui risque de rater son examen de partiel. Partiel de quoi d'ailleurs? Je suis en géographie aménagement, j'ai des partiels de mobilité justement, transport en commun, donc je pourrais me plaindre sur ma copie. Alors, j'espère que ça s'est bien passé pour lui. 5 départements en vigilance orange, neige, verglas, avec des routes enneigées, comme ici au péage de Côte-Évrard sur l'autoroute A29. Ça n'est rien à côté des États-Unis, où 60 millions d'Américains ont été placés en état d'alerte à cause de la tempête Blair. Dans le Missouri, ça c'était il y a quelques jours, un chauffeur routier a perdu le contrôle de son poids lourd. On a vu des images comme ça dans tout le pays, heureusement sans gravité la plupart du temps. Dans l'Utah, là, ce sont les montagnes rocheuses. Des avalanches sont déclenchées pour réduire les risques. Mais ça donne des images très impressionnantes pour ceux qui circulent à ce moment-là. Vous allez voir la neige qui arrive jusque sur la route, là encore heureusement sans gravité. Et cette neige, elle est venue se poser aussi sur la capitale, Washington, l'occasion de ce qui est devenu une tradition. J'ai découvert ça dans la capitale américaine, une bataille de boules de neige géante. Ça fait 15 ans maintenant que cette bataille a lieu chaque année et les journalistes locaux, regardez, mouillent le maillot.
My photographer Doug Wilkes took one right to the face, but he is still standing. I don't know who to throw this at. Oh, you know what? See this guy in the red jacket? He's another reporter in town. Anyway, so you can actually. Here it goes, guys. On ne sait pas qui a gagné, de toute façon c'était le bazar. Le plus heureux, je voulais juste vous le montrer, c'est ce panda du zoo de Washington, voilà, qui faisait des pirouettes dans la neige. C'est mignon quand même. Mais toujours aux États-Unis, Los Angeles, pendant ce temps-là, est cerné par les flammes. Regardez l'état des rues dans la deuxième ville du pays. Les voitures circulent dans un paysage infernal. Le feu est partout, il sature même l'air. 1000 bâtiments détruits, 2 morts selon un premier bilan. 30 000 habitants ont reçu l'ordre d'évacuer, vous voyez, parfois à la dernière minute, dans des conditions dantesques, entièrement cernées par les flammes. Oh. All right, dude. Yeah, let's get out of here. We tried, bro. We tried our best. Yeah, and when this tree falls, it's over. We gotta get out of here. Oh, shit. Holy shit. Voilà, des hôpitaux aussi ont dû être évacués en urgence. Opération évidemment très difficile puisque vous voyez, en raison de l'état de santé des patients, des personnes âgées ou en fauteuil roulant, ce sont des quartiers là qui brûlent, Pasadena, etc., où vivent beaucoup de Français. Laetitia Hallyday, Patrick Bruel, la mathématicienne Aurélie Jean, c'est elle là qui a filmé il y a quelques heures les évacuations. Moins connu, Steve Guttenberg, on l'a vu dans Police Academy ou l'adaptation américaine de 3 hommes et un couffin. Mais alors vous allez voir, il est interrogé par la télévision locale, il demande à ses voisins de laisser les clés dans leur voiture quand ils s'en vont au moment des évacuations. Maman, j'ai raté So l'avion. if you leave your car in Palisades Drive, leave the key in there so a guy like me can move your car so that these fire trucks can get up Palisades Drive. It's really, really important. And you're an actor. Yeah, I'm an actor. Okay, now you look familiar. You look familiar to me now. Et il a raison, parce que les pompiers ont dû utiliser, vous allez voir, des bulldozers pour dégager les rues, des dizaines de véhicules. Souvent, ce sont des voitures de luxe, puisqu'on est dans les quartiers riches. Il y a d'autres acteurs qui ont filmé leur maison cernée par les flammes. James Wood, plusieurs fois nommé aux Oscars, il joue par exemple dans Casino. Il est connu pour son engagement à la droite extrême, un Trumpiste pur et dur. Trump, pour le coup, a menacé en septembre de couper l'aide fédérale à la Californie, État démocrate. Le président Joe Biden, il est en ce moment en visite sur place, c'est un hasard. Il a ouvert les vannes immédiatement de l'aide fédérale. Le gouverneur démocrate, Gavin Newsom, l'a remercié. Politics, no hand-wringing. The President of the United States said yes, what else do you need? Emergency proclamation's being drafted as we speak. And I just want to thank the President because that's something I don't take for granted. So thank you, President Biden. Voilà, et puis une dernière image pour vous montrer que ces incendies ne touchent pas seulement les humains, des chevaux qui ont été sauvés aussi in extremis. Il y en a plein de sauvetages d'animaux, de chiens, des chats. Les Américains sont toujours friands de ces images. Retour en France avec le héros du film de l'histoire de Souleymane qui va pouvoir rester en France. Oui, à Cannes, l'histoire de Souleymane a reçu le prix, et Abou Sangaré, l'acteur principal, le prix d'interprétation masculine dans la section Un certain regard. Le film raconte ce qui est en fait son histoire, sa propre histoire, celle d'un Guinéen sans papier, livreur à vélo à Paris. Abou Sangaré a lui-même connu 3 refus de visa et il souffrait, il nous l'avait dit dans cet avou, de cette situation. En fait, en ce qui concerne moi, de mon parcours ici en France, si vous voyez, je pleure parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup souffert. J'ai pensé que tout allait être facile, mais ce n'était pas le cas. Administrativement, c'était compliqué, mais le jour où j'ai mis mon pied en France, jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même eu des personnes autour de moi qui m'ont aidé. Ému aux larmes, Abou Sangaré qui habite à Amiens. Il a obtenu aujourd'hui de la préfecture de la Somme un titre de séjour salarié, valable 1 an parce qu'il a une promesse d'embauche en mécanique. Il bénéficie en l'occurrence de ce qu'on appelle la circulaire Manuel Valls qui liste les critères de délivrance par les préfets de titres de séjour. 30 000 régularisations chaque année grâce à cette circulaire. Mais Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, veut y mettre fin. Il le disait en octobre. Vous, président Édouard Philippe, est-ce que vous mettrez fin à cette circulaire Manuel Valls pour faire un tour de vis sur l'immigration? Moi, je pense qu'il faut être extrêmement ferme sur l'entrée sur le territoire, sur le contrôle sur le territoire. C'est un sujet qui se prête à beaucoup de fermeté. La circulaire Valls, c'est un instrument de régulation. Quand vous avez des gens qui sont là, vous n'êtes pas obligé de leur donner. Et quand ils sont là, que vous considérez que le fait qu'ils soient là apporte plus d'avantages, eh ben dans ce cas-là, vous les régularisez. Vous voyez, c'est pas un droit, c'est un élément qui permet d'apprécier dans quelles conditions
on peut justement passer au-dessus du droit et dire, bah voilà, très bien, on le régularise. Bon, moi, je trouve que c'est plutôt un bon dispositif. Après, la question, c'est pas tellement la circulaire Valls, c'est comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on est capable d'apprécier les situations individuelles, est-ce qu'on a suffisamment le temps d'apprécier la situation individuelle, et est-ce qu'on est capable de faire respecter les instruments qui existent. Quand on décide de régulariser, c'est très bien. Quand on décide de ne pas régulariser et de renvoyer dans le pays et qu'on est incapable de le faire, c'est un énorme problème. Ouais. Voilà. On est ravis parce que ce film était absolument bouleversant. Et Abou Sangaré, qui était venu sur le plateau de C'est à vous, nous avait tous émus aux larmes. Il avait vraiment littéralement, il s'était effondré en larmes, ému de voir qu'on avait aimé son film et aimé son travail. Et c'est son quotidien et le quotidien de dizaines et de dizaines de livreurs sans papier qui est raconté dans ce film. Voilà, donc on est heureux que la France compte parmi elles exactement un citoyen comme Abou Sangaré. Merci beaucoup Édouard Philippe d'avoir accepté ce soir notre invitation. Merci chère Nathalie.